Depuis la nuit des temps, des femmes tracent des voies. Des voies inspirantes, surprenantes, que nous pourrions emprunter même juste le temps d'un pas de côté. Depuis la nuit des temps, des femmes pensent, créent, brisent les entraves, défient l'impossible et s'inventent une destinée. Elles sont notre précieux héritage, mais nous les connaissons si peu. Dans ce podcast, nous vous proposons de marcher dans leurs pas. Ensemble, on va conjuguer l'histoire au féminin pour s'enrichir et pour déployer nos ailes. Dans chaque épisode, notre invitée nous parle de 2 femmes qui ont transformé sa vie. Nous sommes Alexandra et Caroline. Bienvenue dans Donne-moi des ailes. Aujourd'hui, nous recevons Anna Chedid, alias Nash. Donne-moi des ailes. E-2-L-E-S. Bonjour Nash et bienvenue dans Donne-moi des ailes. Bonjour. Nous sommes ravis de vous rencontrer aujourd'hui. Bon, préparez votre bio, c'est pas facile. Autant vous le dire. Première question, on tape Anna Chedid ou Nash dans le moteur de recherche. Et puis, déjà qu'on est souvent fâché avec les correcteurs d'orthographe qui mettent tout au masculin universel, dans votre cas, même quand on tape votre nom à vous, on reçoit plein d'infos sur toute la tribu, que vous adorez et nous aussi, heureusement. Ajoutez à cela qu'on sait que vous venez de faire peau neuve et que tout ce qu'on a lu sur vous est peut-être complètement caduc. N'en jetez plus, on est foutu. Mais on va quand même essayer. Alors, Anna, vous êtes une artiste, autrice, compositrice et interprète française d'origine égyptienne et libanaise. Vous êtes aussi une musicienne hors pair, multi-instrumentiste, passant en un claquement de doigts de la basse à la batterie ou au clavier. Et on en oublie sans doute. Issue d'une tribu d'artistes, vous avez une révélation à 8 ans en entendant Maria Callas, que vous écoutez ensuite en boucle. Chez vous, il y a de la musique et des instruments partout et vous vous retrouvez très tôt à faire les chœurs sur Le Baptême, le premier album de votre grand frère Mathieu. Pendant votre adolescence, passionnée par les comédies musicales des années 50, vous apprenez les claquettes, le théâtre et le chant lyrique. Vous entamez des études de psycho, mais l'amour de la musique vous rattrape pour notre plus grand plaisir et vous décidez d'y consacrer votre vie. Depuis votre premier titre, Elle ou moi, paru en 2009, vous publiez plusieurs albums, Nash en 2015, puis L'Aventure et Piano-Voix. Vous embarquez aussi dans une tournée familiale avec votre père et vos 2 frères avec un album à la clé. En octobre 2023, c'est au tour de Peau neuve de venir au monde. Un magnifique album intime et bouleversant dont vous racontez la genèse dans la très touchante série audio hébergée par le podcast Métamorphose. Alors Nash, avez-vous quelque chose à ajouter ou à corriger à cette bio express ? Non, elle est bien, bravo. Non, elle est super, elle est parfaite, elle me va bien. Aujourd'hui, vous avez choisi de nous présenter 2 grandes inspirations dans votre vie. Mata Amrinta Anandamayi, ou autrement dit Ama, et votre grand-mère André Chedid. Donne-moi des ailes. E-2-L-E-S. André Chedid est née en Égypte en 1920. Elle est une femme de lettres et poétesse française d'origine syrienne et libanaise qui a laissé une belle empreinte sur le paysage littéraire francophone. Elle rêve de devenir danseuse mais étudie le journalisme à l'université américaine du Caire. En 1942, elle se marie à votre grand-père et part vivre avec lui au Liban. L'écriture arrive dans sa vie d'abord à 4 mains car ils écrivent ensemble 2 livres. Très rapidement, elle publie son premier recueil de poésie en anglais et sous pseudonyme. Arrivée à Paris, elle opte pour la langue française dans laquelle elle écrira le reste de son œuvre. Et quelle œuvre ! Durant sa longue vie seront publiés plus d'une vingtaine de recueils de poésie, 18 romans, 9 recueils de nouvelles et d'innombrables autres textes, essais, pièces de théâtre, paroles et récits. Et rien n'est plus important pour elle que de créer et notamment d'écrire de la poésie. La conviction au cœur de son œuvre, c'est la nécessité de l'amour, la toute-puissance de la vie et la quête de l'universalité au cœur de nos aventures humaines. Elle crée des passerelles entre générations et entre religions. Bouleversée par la guerre au Liban, un pays qui lui est cher, elle y consacre plusieurs textes, dont Le Message, écrit en 2000. Entre autres distinctions, elle reçoit le prix Goncourt de la poésie en 2002. Elle est la 2e femme à l'obtenir. Et elle est nommée grand officier de la Légion d'honneur en 2009. André Chedid a élevé les mots au rang d'art et semé des pétales de beauté sur le chemin de la vie. Elle nous quitte en 2011, mais son héritage littéraire résonne comme une mélodie intemporelle et une invitation à explorer les méandres de l'âme humaine. Alors Nash, pourquoi avoir choisi de nous parler de votre grand-mère aujourd'hui ?
Alors déjà, ça me touche beaucoup. Je sais pas pourquoi. Alors, bon, déjà, donc ça me touche beaucoup, comme vous pouvez le constater. Ça me touche qu'on lise sa biographie comme ça, parce que je sais pas, ça faisait longtemps que je m'étais pas reconnectée comme ça à son histoire aussi, et je me rends compte évidemment de sa puissance de femme, d'artiste, d'autrice, et de ce qu'elle a laissé dans le monde, qui pour moi est vraiment riche et important, je pense. Et je me rends compte aussi à chaque fois qu'on me lit sa biographie ou qu'on me parle d'elle, bah voilà, que cette femme a été vraiment a fait aussi bouger les choses dans ce qui est être une femme artiste et comment prendre sa place en tant que femme artiste et tout ça. Et je pense que moi, c'est une inspiration qui est énorme pour moi et qui me porte beaucoup. Et je suis rarement émue comme ça, hein, je vous le dis, elle le sait. Et on raconte que quand vous aviez 8 ans, elle vous a offert un cahier et un stylo en vous disant « Si tu as quelque chose à dire, tu peux. Tu es une femme, mais tu en as le droit. » Oui, parce que je pense qu'elle voyait que j'étais une petite fille très sensible, un peu mutique, qui comprenait pas trop le monde et voilà, et elle se disait, bah voilà, moi l'écriture, l'art, ça a été ma porte de connexion à l'autre aussi et tout ça. Peut-être que ça peut être une solution pour cette petite fille qui a l'air très sensible et attirée par la poésie. J'ai toujours été dans un truc très poétique comme ça, à regarder le monde, à être très curieuse, à être hyper inspirée par ce que j'entendais, ce que je voyais. Et donc, je pense qu'elle s'est dit, bah, ça peut être une voie pour elle. Et elle a eu raison. Et c'était pas du tout une mamie gâteau. Elle nous faisait pas vraiment de repas quand on venait chez elle. Elle était assez distante. Et beaucoup dans son bureau à écrire. Elle était pas du tout charnelle. Et donc, en fait, c'était sa manière de nous donner quelque chose, de nous octroyer une attention, une affection. Donc, en fait, quelque part, elle nous a donné beaucoup d'amour par sa poésie, par son art. C'est la clé qu'elle m'a donnée en tant que grand-mère, en fait. En réécoutant des interviews d'elle, on s'est rendu compte à quel point l'indépendance, c'est vraiment super important pour elle. Ouais. Et elle a dit que non seulement elle remerciait sa mère de lui avoir appris l'indépendance, mais qu'elle veillait à ne pas interférer en fait dans les choix de ses enfants et petits-enfants. Ouais, mais c'est marrant parce que mon arrière-grand-mère, donc sa mère Alice, c'est mon deuxième prénom, je porte ce prénom-là aussi, c'est une des premières femmes en Égypte à avoir divorcé, par exemple. Donc c'était une punk, quoi. Et elle avait vraiment un caractère, fallait pas du tout la chercher, quoi. Elle savait ce qu'elle voulait, elle attendait pas qu'un homme donne un aval de je sais pas quoi pour aller, enfin. Et donc ma grand-mère Andrée était beaucoup plus timide que sa mère, beaucoup plus sage que sa mère, et elle admirait beaucoup la liberté de sa mère. Elle a pu, pour le coup, elle, mettre en place cette liberté-là et cette autonomie-là dans son art et en prenant sa place en tant que femme artiste, quoi. Et par rapport à nous, par rapport à la descendance, elle faisait énormément confiance. Mon père, quand il a commencé à faire de la musique, elle lui disait, mais vas-y mon fils, t'as du talent, tu vas y arriver. Mathieu pareil, moi pareil, je lui ai fait écouter mes premières chansons, elle était c'est joli. Vas-y, va trouver ton truc en fait, va trouver ton truc. Sans jugement, quoi. Et c'est quoi pour vous, du coup, être une femme indépendante ? C'est croire en soi, croire en son pouvoir, croire en sa valeur, croire en son potentiel, en son humanité. C'est déjà beaucoup. Ouais, mais je crois que c'est ça, c'est se dire qu'on n'a pas besoin de quelqu'un ou du regard ou de l'aval de quelqu'un pour croire en sa valeur. Oui, c'est très inspirant. Et Andrée Chédid, elle a expliqué qu'elle était finalement française et vraiment déterminée à venir à Paris. C'était vraiment un choix, c'était pas un exil, mais qu'elle restait très très attachée à ses racines orientales. Est-ce qu'elle l'a transmis ça ? Est-ce qu'elle vous a transmis ça ? Déjà dans sa voix, elle avait une des plus belles voix qui existent au monde. Pour moi, elle roulait les airs comme ça, elle parlait comme ça, et elle parlait d'un français exceptionnellement riche et impeccable. Et elle roulait les airs. Donc en fait, c'était trop beau parce qu'à la fois, elle mettait toujours, même dans sa manière de s'exprimer, une espèce d'attention sur la langue française et une espèce d'amour comme ça de la langue française, et en même temps avec toujours cette voix qui nous rappelait qu'elle venait pas de là. Et c'était ça qui était magnifique, rien que de l'écouter parler, on comprenait tout, quoi. Ces racines qui sont là et qui chantent ces mots français. Donc c'était magnifique, quoi. Elle a d'ailleurs beaucoup insisté sur le fait qu'elle adorait les mots, les dictionnaires. Ouais. Elle adorait la musique et elle rêvait d'être chanteuse aussi.
Elle était fascinée par la musique, par les musiciens, par le rythme. Elle était fascinée par les voix. Elle était fascinée par la musique, vraiment. Sa poésie pourrait vraiment être mise en chanson. Enfin, elle a d'ailleurs écrit un recueil qui s'appelle Rythme. Et pour moi, c'était une musicienne. Mais c'est très très beau alors qu'elle est une famille de musiciens pour pouvoir exprimer ça. Ouais. Et elle est partie en 2011, donc elle n'a pas vraiment vu comment, voilà, moi, la route que j'ai faite, même Billy, la fille de Mathieu, et puis la descendance, les autres aussi. Mais c'est la continuité d'elle, quoi, de tout ça, quoi. Et d'où lui est venu son amour des mots, à votre avis ? Je sais pas trop. Moi, en fait, le truc, c'est que j'ai pas pu avoir des grandes discussions avec elle parce qu'elle a eu une maladie de l'oubli, la maladie d'Alzheimer, et elle l'a contractée assez tôt. Et moi, j'étais assez jeune. Si je pouvais aujourd'hui lui poser des questions, je ferais un podcast de 7h30 avec elle, et de 7 jours et demi même. Et c'était quand même une famille de gens très cultivés, très érudits de cette époque et dans ces pays-là. Donc voilà, elle était dans des écoles franco-anglaises, voilà. Et justement, vous en parliez, donc elle a grandi dans un milieu très privilégié, au milieu d'une population très pauvre. Ouais. Et j'ai entendu qu'elle disait tirer aussi de là cette soif de justice qu'on sent dans ses textes. Quelle est la racine de votre engagement, à vous ? L'humanité, quoi. En fait, on a la même quelque part traduite de manière différente. Ma grand-mère a écrit énormément sur la guerre, a écrit énormément sur l'injustice, parce que je pense que elle a une humanité. Et pour moi, un poète, un sensible, c'est quelqu'un qui a une humanité quelque part un peu décuplée, et c'est tellement parfois poreux qu'en fait, il est obligé d'écrire ou de l'exprimer, sinon on le gère pas. Et voilà, et c'est l'humanité, c'est que quand t'as un cœur rempli d'amour et que t'as envie de beauté et de faire du bien et de bonté, et ben, tu transformes le plomb en or, quoi. T'essaies d'alchimiser ce que tu peux trouver injuste ou moche ou trop violent, quoi, ou trop dur à vivre. Il faut pouvoir dire, il faut pouvoir savoir crier et dire j'ai besoin de crier, quoi. C'est une énergie de révolte qui est parfois nécessaire. Ça fait du bien parce que les héroïnes justement de ces œuvres, c'est des héroïnes qui sont décidées, qui sont prêtes à tout pour atteindre leur objectif. Et c'est un type de personnage qui est rare dans la littérature. Ouais, mais parce qu'elle était avant-gardiste aussi là-dessus et qu'elle s'est très bien rendue compte avec sa mère et en elle-même qu'en fait elle avait un pouvoir beaucoup plus gigantesque que ce que la société ou la vision parfois de quelques hommes ou même de quelques femmes, lui montrait depuis son enfance. Et en fait, elle s'est rendue compte en se connectant à sa force intérieure qu'en fait, elle avait un pouvoir infini et qu'elle avait autant de valeur qu'un homme, et peut-être même plus que certains hommes. Nous, on est sollicité, la famille, pour faire les ouvertures des centres culturels, des médiathèques qui portent son nom. Et en France, il y en a des centaines, en fait. Il y a plein de médiathèques, il y a des écoles qui portent son nom. Elle a vraiment pris une place d'autrice française à une époque où il y avait très peu de femmes autrices. Donc, en fait, cette femme est invincible, quoi. Enfin, ce que je trouve incroyable dans l'art, c'est que tu déposes quelque chose au monde. Et en fait, finalement, c'est plus fort que tout. C'est un truc qui reste là. Ma grand-mère, si je veux me connecter à elle, j'ouvre un bouquin et il y a ses mots, il y a comment elle l'a dit. Je remercie mon père, je remercie mon frère, je me remercie de léguer quelque part quelque chose. Peut-être qu'il y a des gens qui réécouteront ma chanson quand je serai morte, moi, depuis 50 ans, et qui pourront... Il y aura un truc qui restera de mon existence. Je trouve ça assez incroyable. Lorsqu'elle parle de son art, elle parle plus de création que d'écriture ou de littérature. Ouais. Et ça vous évoque quoi ? L'alchimie, c'est transformer le plomb en or. C'est créer quelque chose à partir d'une émotion, à partir d'une révolte, à partir de quelque chose qui nous traverse ou nous bouleverse. C'est le transformer pour faire en sorte que cette chose-là puisse se poétiser et donc aussi se lier à l'autre. C'est-à-dire que, quelque part, l'art fait aussi en sorte de nous connecter à l'autre, d'aller vers l'autre. Ces mots vont pouvoir résonner chez l'autre et donc lui créer une espèce de relation avec l'autre. Je pense qu'en fait, il y a une espèce de soif d'humanité, soif d'amour, qui fait qu'en fait, c'est le médium alchimique pour se lier à l'autre et se faire comprendre, quoi. C'est ça que je ressens, moi.
Et ça, c'est quelque chose que vous vivez, vous, dans votre création ? Complètement, ouais. Complètement. Je pense que j'ai des choses que je ressens fort et que je pourrais pas vous exprimer là, mais quand je vais faire ma chanson, je vais pouvoir exprimer exactement ce que vraiment j'ai envie d'exprimer, la manière dont j'ai envie de l'exprimer aussi, poétiser, parce que je trouve que c'est très important de poétiser. Poétiser, c'est essayer de partager de la beauté, parfois de faire du moche quelque chose de beau. C'est comme ça que j'ai envie de me faire comprendre aussi. Et ce que je trouve beau, c'est que vous êtes non seulement autrice de vos textes, mais vous composez aussi la musique. Et en plus, depuis Peau-Neuve, vous faites finalement tout. Et donc, en fait, il y a moyen de mettre cette poésie dans tout. C'est pas que les mots. C'est que, voilà, vous pouvez exprimer tout ce subtil, non seulement dans les textes de chansons, mais finalement dans chaque note, dans chaque accent. Note, et même dans chaque photo que j'ai partagée, dans chaque post que j'ai fait sur les réseaux, dans mon podcast, dans toutes ces prises de parole, et même la manière dont je parle à mes partenaires qui sont des producteurs. Et ben, en fait, je m'exprime vraiment avec ma sincérité, mon cœur, mon émotion, mon instinct, mon intuition d'artiste. C'est pour partager des choses avec les gens, partager, j'espère, de l'amour et des bons moments. C'est simple, hein, en fait. Hein. Mais finalement, on fait tout ça pour ça. Ça me fait... Ce que vous dites me fait penser à ce qu'elle disait. Elle disait qu'elle avait toujours placé l'espérance au-dessus du désespoir. Ouais. Et qu'on avait tant besoin d'espérance. Ah ouais, mais pour moi, il n'y a que ça qui compte. Dans mon album, il y a un morceau qui s'appelle « Le soleil dans le ventre » où je dis que tout est gris autour, que c'est la tempête, qu'on me traîne sous la pluie, sous la tempête, mais j'ai un grand soleil dans le ventre. Et en fait, je pense qu'on a tous une humanité, un soleil dans le ventre, on a tous de la lumière et de l'amour à partager et qu'il faut réussir à se connecter à ça. Et que parfois, la société, nos vies, nos traumas font qu'en fait, on est déconnecté de ce soleil dans le ventre, on est déconnecté de cette lumière et de cet espoir, et que finalement, ça nous fait faire des mauvais choix, ça nous fait prendre des mauvaises directions. C'est comment ? Alors, c'est génial. Ouais, c'est génial. Vous voyez l'émotion que ça me crée quand vous parlez de ma grand-mère. C'est qu'en fait, tout ça, c'est quelque part... J'étais avec mon frère hier Mathieu, on dînait ensemble, et puis mon père, et puis mon autre frère, ma mère, et tout ça, c'est des gens qui sont vraiment dans une vraie humanité, quoi. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment, sincèrement, de partager avec les gens et d'essayer d'apporter de l'amour et un peu de bien-être dans ce monde qui est quand même pas ultra simple tout le temps. C'est de l'artisanat presque, hein. On œuvre tous les jours pour réussir à faire ça, quoi. Donc en fait, on fait tous le même métier quelque part, et on le fait avec cette même volonté. Et c'est ça le dénominateur commun, même si on fait pas du tout la même musique, c'est vraiment la même motivation. Et ça, c'est ce qu'on nous a légué et c'est ce que je pense perdurera même après, nous. Et alors vous disiez que spécifiquement avec Peau-Neuve, il y avait cette connexion spéciale avec justement votre grand-mère. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Parce que je pense que j'ai vécu vraiment un chaos, j'ai vécu une traversée du désert, j'ai dû beaucoup aussi éprouver mes ombres pour retrouver ma lumière, me connecter énormément à ma vulnérabilité, j'ai eu des moments de solitude extrême, de perdition, de tristesse aussi, et je pense que sa force en fait alchimique quoi et poétique m'a inspirée et me tient tout le temps, enfin me relève en fait. Elle m'a accompagnée quelque part pendant cette période. Et si une auditrice ou un auditeur qui nous écoute ne connaît pas encore André Chédid, vous lui recommanderiez quelle lecture ? Pour commencer. Je dirais Rythme, tiens, c'est un recueil de poèmes. Parce que sa poésie est c'est tellement philosophique en fait. Pour une première approche, je pense que y a déjà du lourd quoi. Et vous, c'est quoi le texte que vous chérissez particulièrement d'elle ? Alors il y a un poème que j'adore d'elle qui s'appelle L'autre et qui est un peu en résonance avec justement cette traversée du désert que j'ai vécue et toute cette histoire. À force de m'écrire, je me découvre un peu, je recherche l'autre. J'aperçois au loin la femme que j'ai été, je discerne ses gestes, je glisse sur ses défauts, je pénètre à l'intérieur d'une conscience évanouie. J'explore son regard comme ses nuits, je dépiste et dénude un ciel sans réponse et sans voix. Je parcours d'autres domaines, j'invente mon langage et m'évade en poésie. Retombé sur ma terre, j'y répète à voix basse, invention et souvenir. À force de m'écrire, je me découvre un peu et je découvre l'autre. C'est magnifique. Et c'est tellement beau de se dire que ça a été écrit en fait il y a des années. Ouais. Et en plus c'est tellement en résonance avec ce que j'ai vécu que quand j'ai lu ça, je me suis dit je me suis reconnectée à ce texte il y a pas longtemps. Et je me suis dit waouh. Et en fait c'est pour ça que je parle de la puissance de léguer aussi des choses qui sont pas matérielles, qui sont des choses poétiques ou des choses. Ça m'a beaucoup apporté ça, c'est cet héritage poétique.
Donc moi, je dis aux gens, allez-y, écrivez à vos enfants, aux petits-enfants, même si vous n'êtes pas forcément écrivain, écrivaine. Hein. Une mère universelle incarnée. Voilà ce que l'on ressent lorsqu'on approche Amma, une guide spirituelle indienne, connue pour sa façon si singulière d'embrasser les gens, des heures durant, dans le monde entier. Elle naît en 1953 dans la province du Kerala, dans le sud de l'Inde, sous le nom de Soudamani, dans une famille modeste de pêcheurs. La compassion la happe dès sa jeune enfance. À 5 ans, malgré les punitions que lui infligent ses parents, elle persiste à prendre de la nourriture de la réserve familiale pour la distribuer aux pauvres. Ces nombreuses et précoces expériences spirituelles sèmeront l'incompréhension et le rejet au sein de ses proches et vont la contraindre à quitter le toit familial et à vivre sans abri dès l'âge de 22 ans. Il se dit qu'elle fut alors nourrie par des animaux. À 25 ans, elle est déjà reconnue pour ses enseignements qu'elle dispense auprès de personnes en quête spirituelle. Elle devient Mata Amrita Nandamayi, la mère de la béatitude immortelle, et autour d'elle se forme un noyau de disciples dévoués qui l'accompagnent et la soutiennent encore aujourd'hui. Elle fonde un ashram, puis 2 organisations humanitaires en 1981, qui deviendront plus tard l'ONG Embracing the World, qui a pour mission d'alléger le fardeau des démunis. Cette organisation finance de très nombreux projets dans le monde, comme par exemple offrir des repas à 41 millions d'Indiens chaque année et construire 45 000 logements en Inde. Mais on la connaît davantage en tant que Amma, qui veut dire mère. Elle parcourt depuis 36 ans le monde pour offrir son étreinte, le darshan, aux personnes de toutes nations et confessions. Rien qu'en 2022, elle aurait serré dans ses bras plus de 40 millions d'âmes en quête d'amour. Alors Nash, comment est-ce que vous avez découvert Amma ? Je trouvais ça assez intriguant, cette femme qui fait des câlins aux gens. Je me disais, mais c'est dingue ce truc. Et j'ai eu envie d'aller voir. Et donc, je suis allée voir Amma. Et j'ai eu une chance incroyable. En fait, j'ai pu me glisser à côté d'elle, à côté de là où elle était. Donc, en fait, je l'ai regardée pendant 1 heure faire des câlins aux gens. J'étais vraiment à 1 mètre d'elle. Et donc, je l'ai regardée pendant 1 heure. Et j'ai senti un truc incroyable que j'avais jamais senti de ma vie. En étant juste à côté d'elle et en voyant comment elle serrait les gens dans les bras avec tout cet amour, vraiment, cette bienveillance et tout ça. Et en fait, j'ai senti que ça avait vraiment un pouvoir. Et que c'était énergétique, hein, mais que ça avait vraiment un pouvoir concret. Et donc, ça m'a fascinée, évidemment. Et ça m'a fait vraiment écho aussi à ce que parfois je pouvais ressentir sur scène. Où quand on est là et qu'il y a une osmose incroyable et qu'il y a vraiment un espèce d'alignement, et je sens cette même énergie d'amour, je le sens. Il y a beaucoup de gens qui disent mais Amma, mais c'est quoi ce truc ? Et puis en plus c'est lucratif ou je sais pas quoi, et des gens qui trouvent ça soupçonneux quoi. Et moi pour l'avoir vécu, en fait moi je trouve que c'est super noble et super beau, et en fait quelque part je trouve que c'est hyper important de mettre en valeur ces actes qui sont justement aussi des actes quelque part gratuits et qui paraissent parfois oui c'est hippie ou je sais pas quoi. En fait pour moi ça a vraiment de la valeur, et donc voilà, je voulais en parler. Et d'ailleurs, ça semble avoir de la valeur pour beaucoup de personnes, puisqu'il y a jusqu'à 40 millions de personnes par an qui viennent la voir pour qu'elle les enlace. Ouais, qu'elle les enlace, et moi, elle m'a enlacée, ça m'a vraiment apporté quelque chose. Et en fait, ça apporte, au-delà de l'affection qu'elle nous apporte, ça apporte aussi cette inspiration de se dire, mais en fait, il n'y a que ça qui est important quelque part. Ouais, c'est comme une transmission, en fait. Ouais. Et pour être allée à sa rencontre au moins 3 ou 4 fois moi-même, c'est vrai qu'elle a une fréquence qui est vraiment tout à fait à part. Ah oui. Et qu'on se fait happer, qu'il y ait darshan ou pas, on se fait happer par sa présence. Déjà, en allant là-bas, on a une volonté d'être dans une énergie d'amour. Donc, je pense que ça se ressent aussi, cette énergie du public, en fait. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est important d'avoir des figures d'amour universelles comme Amma ? Parce que le monde en a besoin, le monde a besoin de ça, et que quelque part dans les religions, on est dans des sociétés moins religieuses ou moins liées à la spiritualité. C'est pas mieux ou pas bien, hein. Moi, j'ai aucun jugement là-dessus, mais par contre je pense que l'humain a besoin, surtout qu'on est des humains, on n'a pas la chance tous de naître dans des foyers aimants. On le sait, hein, les enfants qui sont pas pris dans les bras et pas aimés l'enfant peuvent en mourir, hein. Donc nourrissons, il y a des nourrissons qui peuvent mourir d'un manque d'amour. Donc en fait on doit être abreuvé par ça. Et la musique, l'art, c'est ça, en fait. Et c'est fou à quel point, ça c'est un point commun entre l'art et ce que peut faire Amma, de pouvoir lier les gens entre eux. C'est vrai que
dans l'assemblée autour d'Ama, il y a des choses qui se passent entre les gens. Pas que entre les gens et Ama, mais entre eux. Et nous qui avons eu la chance d'assister à votre soirée de lancement, et merci encore, c'était tellement flagrant, ça, ce qui nous liait, nous, autour de vous. L'énergie qui circule et votre fréquence qui se déverse sur l'assemblée. Mais cette fréquence crée quelque chose entre nous tous. Et ça, c'était vraiment impressionnant. Et je pense que ça, c'est aussi un détachement de l'ego. C'est-à-dire qu'en fait, quand on n'est plus dans un attachement de l'ego, de se dire, ok, est-ce que je suis bien, est-ce que je chante bien, est-ce que ma chanson est bien, est-ce que les gens ils vont aimer ce que je fais, machin. Quand on est dans cette attente-là, on est dans la fréquence, je sais pas comment elle s'appelle cette fréquence, mais bref, un peu égocentrée. C'est pas important, moi, quelque part. Enfin, moi, c'est pas important. C'est pas ça qui est important. C'est ce qui va se passer, c'est le moment, c'est l'amour que je peux donner aux gens. Quelle que soit la chanson que je chante, c'est une vibration d'amour que je veux envoyer. Je crois que la fréquence dont vous parlez, qui est un peu la fréquence par défaut des humains, c'est Mental FM. On est pris dans nos têtes et puis du coup, c'est passé de ça à la fréquence du cœur. Ouais, c'est ça. Et je crois que c'est Mère Teresa qui disait, plein de gens l'ont dit, mais que la distance la plus longue à parcourir, finalement, c'est les 30 cm qui séparent la tête et le cœur. C'est ça. Ouais. En tout cas, vous y êtes sacrément connectés. Hein. Vous avez vraiment fait l'effet d'une prêtresse sur scène, dans ce sens de... Il y a la création d'un espace particulier et que cet espace, on y est invité et on peut y entrer. J'essaye de chanter avec mon cœur. Même quand je chante, j'ai l'impression que ça sort plus de là que de là, quoi. Enfin, là, vous pouvez pas le voir, évidemment, mais plus de mon cœur que de ma bouche, quoi. Et comment vous vous préparez, justement, avant de monter sur scène pour être dans cette... Justement, je fais une méditation qui me fait visualiser ça, qui me fait me connecter vraiment. Je visualise la salle où je vais jouer. Et je visualise tous ces gens et j'essaye vraiment de me dire que je vais essayer de leur donner de l'amour, de leur chanter avec mon cœur, de rentrer de mon cœur à leur cœur et d'essayer de leur donner de l'amour. Et que les gens qui doivent se connecter se connecteront, les autres, c'est pas grave. Enfin voilà, il faut le faire, quoi. C'est ça que je dois faire, quoi. Ce que je trouve beau, c'est que ce sera un petit retour sur André Chédid, mais j'avais entendu pareil dans une interview où elle disait que finalement, le travail essentiel de l'âme humaine, finalement, c'était d'enlever les masques. Et dans vos chansons, c'est aussi des invitations à aller se découvrir, en tout cas dans Peau Neuve, mais aussi avant. Oui, complètement. Complètement, ouais, c'est ça. On a tellement peur de connecter à sa vulnérabilité en se disant qu'on va être fragile et qu'on va être attaquable, qu'en fait, on se connecte pas forcément à notre essence et notre vérité. Et c'est ça le détachement de l'ego aussi. C'est de dire, je suis vulnérable, en fait. Et je suis humain, et c'est tout, quoi. Et le slogan de l'ONG d'Ama, c'est donc l'ONG Embracing the World, c'est Compassion in Action. Et c'est vraiment fondamental dans sa posture à elle d'agir. C'est important pour vous d'avoir cet amour, mais dans l'action. C'est pour moi, il y a que ça qui existe. Et c'est parce qu'on est dans l'action qu'en fait on peut donner plus, on peut donner à plus de monde, on peut déployer nos forces, on peut rayonner notre amour, notre lumière, et que c'est évidemment l'action. Et c'est évidemment en faisant des choses, en créant des choses, ouais. On la connaît pour le darshan et pour l'amour, on la connaît beaucoup moins pour son ONG, qui est gigantesque, qui a des proportions, mais gigantesque et qui aide dans le monde entier avec des projets vraiment stratosphériques. Et c'est étonnant qu'on la connaisse si peu pour cette partie-là. Mais parce que c'est la mère qui fait des câlins, et en fait la mère qui fait des câlins, elle peut aussi être une visionnaire. Et en fait le problème c'est que c'est où on met le curseur médiatique, sur quel endroit on met le curseur médiatique. Et en fait ça c'est encore un gros souci, en vrai. C'est encore un gros souci. Moi, c'est marrant, je suis en promo en ce moment pour parler de mon album, et tous les médias me disent mais donc alors il paraît que vous avez fait une formation d'ingé son et que vous avez produit votre disque, mais comme si j'avais découvert l'Amérique, quoi. Et j'aimerais presque que ce soit pas un sujet. J'aimerais Exactement, qu'on se dise pas incroyable, elle a fait du son, elle est rentrée dans ses sessions Pro Tools. Je suis pas plus conne qu'un autre, en fait. Tu vois. Et je pense que par contre, si il y a des gens ou des jeunes femmes comme moi qui écrivent, qui composent et qui veulent sortir leur musique, qui n'ont pas de label et qui disent tiens, mais là elle a monté son truc, ça se trouve c'est possible, j'en sais rien. Si un jour ça arrive, ça, je serais très contente, parce que je me dis j'aurais mis ma mini pierre à l'édifice, même si ça touche 2 personnes, franchement c'est génial, c'est énorme en fait, c'est pas rien.
Mais on sait que le pouvoir de représentation, c'est clé en fait dans la capacité à s'autoriser en fait à péter les barrières. Évidemment. Si vous aviez l'opportunité de vous glisser à sa table, à Ama, et d'avoir un one-to-one, et vous je pense lui diriez quoi ? Je lui parlerai pas. Ah, non ? Non. J'aurais envie de la regarder, m'inspirer de son énergie, en fait. Je pense que je serais assez silencieuse, bizarrement. Je lui poserais pas 30 000 questions. Ma grand-mère, je lui poserais 1 milliard de questions. Mais Ama, je pense que je serais assez en distance. J'essaierais d'être dans son énergie, de la regarder, en fait, de m'inspirer d'elle, quoi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Donne-moi des ailes. Alors Alex, ce qui m'a frappée avec notre invitée du mois, Nash, c'est qu'elle se définit évidemment comme une artiste, mais elle a aussi utilisé le mot d'artisane pour qualifier ce qu'elle faisait. Et j'avoue que ça m'a beaucoup plu, mais ça m'a aussi interpellée parce que j'ai plutôt tendance à opposer le domaine de l'artisanat et le domaine de l'art. Oui, et tu vois, ça m'a interpellée moi aussi, et du coup je suis allée voir dans le dictionnaire en disant mais c'est tellement différent ou pas, on aime bien nous vérifier ça. Et quand je suis allée voir dans le Larousse, en fait, la distinction, elle n'est pas si flagrante, en tout cas sur le métier. Le Larousse définit l'artisanat comme un métier manuel qui répond à des normes traditionnelles, et il définit l'art comme un ensemble de procédés, de connaissances et de règles qui intéressent l'exercice d'une activité ou d'une action quelconque. Donc tu vois, c'est pas très différent. Oui, c'est vrai, c'est pas très différent, c'est pas très jojo non plus. Là où il y a une différence, par contre, c'est au niveau de la personne qui exerce le métier. L'artiste, il est qualifié comme la personne qui exerce professionnellement un des beaux-arts ou à un niveau supérieur à celui de l'artisanat, un des arts appliqués. Donc tu vois, la hiérarchie, elle est là par contre. Ouais, elle se fait sur les personnes qui exercent le métier et pas vraiment sur le métier lui-même. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que quand on a fouillé pour voir un petit peu l'histoire de ces mots, parce que nous on aime bien l'histoire du langage, on voit que artiste et artisan étaient tout à fait synonymes jusqu'au XVIIe siècle. Et au XVIIe siècle, c'est justement là où on a créé les académies, notamment l'Académie du Beaux-Arts, et peut-être instauré une hiérarchie une espèce de supériorité entre le métier d'artiste et le métier d'artisan. Quand j'entends parler de ce siècle et de la création des académies, je repense à la rédaction de notre livre et de tout ce que cette époque a fait à la cause des femmes. Mais bon, bref, on va revenir à ce qui est lumineux, et notamment ce que je trouve beau dans la définition de l'artisanat, c'est les mots qui sont utilisés aussi dans la définition. On parle de patience, de minutie et de dextérité dans la réalisation de son art. Et avec Nash, je trouve qu'on est pleinement dedans. Elle nous explique qu'elle a pris 3 ans pour concocter de A à Z son dernier album, Peau neuve, tant dans l'écriture des chansons que jusqu'à la réalisation de la pochette et à la réalisation du son. Ouais, ça c'est super beau. Et elle est belle cette définition de l'artisanat et du travail de l'artisan. Mais tu sais, je rebondis sur le fait que le XVIIe siècle, avec le langage et les femmes, c'était pas ça, et qu'on a cherché à les évincer. Écoute, c'est fou, je suis allée voir dans le Robert ce qu'il disait sur l'artisanat. J'aime bien toujours aller voir dans d'autres dicos. Et tu sais quoi ? Il dit que le mot artisan se met rarement au féminin. Tu le crois, ça ? J'y crois, oui, mais ça me fait quand même mal. C'est vraiment comme pour légitimer le fait que les femmes, elles ne pourraient pas travailler seules, elles ne pourraient pas prendre part personnellement à l'exécution d'un boulot de bout en bout, ou même quand c'est technique. Mais oui, c'est comme si on nous privait toujours de cette capacité à être en capacité en fait de faire un job technique ou d'ingénierie. D'ailleurs, on le voit, Nash, elle revient là-dessus en disant que tout le monde est surpris qu'elle utilise Pro Tools, mais elle est capable, comme n'importe qui, d'utiliser Pro Tools. Ça me fait penser d'ailleurs à ce qu'on fait toutes les deux dans Donne-moi des ailes. Au final, on est des artisanes, non ? Mais on est carrément des artisanes. Et puis en plus, on adore ça. Nous, on doit appréhender les logiciels de son. On gère notre son toute seule pendant les interviews, de comprendre comment fonctionnent nos micros. Et on adore. Et en fait, tu sais quoi ? Les femmes, on est toutes des artisanes. En tout cas, on a toute la capacité à l'être. Alors vive l'artisanat au féminin et puis vive le matrimoine. Ouais, vive le matrimoine, rien à faire. Cet épisode a été conçu avec beaucoup d'amour par Caroline Le Cire et Alexandra Huguetto. Pour le son et la réalisation, c'est Charlie Azinco qui a fait des merveilles. Aidez-nous à faire rayonner les femmes en partageant cet épisode et en lui donnant plein d'étoiles. Quant à vous, quelle inspiratrice vous a donné des ailes ?
Partagez votre expérience sur les comptes Facebook ou Instagram du podcast. Nous avons hâte de la découvrir. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes vous aussi une source d'inspiration. Le monde a plus que jamais besoin de votre lumière.